Très content de pouvoir animer cette deuxième table de la journée d'aujourd'hui. Je suis notamment très content, très ravi d'avoir un panel qui est extrêmement compétent sur une dimension qu'on n'a pas encore abordée en profondeur et qui est adjacent, voire familier de celle du risque, qui est celle de la crise. Donc, cette fois-ci, on va discuter avant tout sur les modalités de prise en charge, de maîtrise, de gouvernance de crise. Et pour ce faire, je vais d'abord donc introduire les personnes qui sont ici avec moi. Commençons par Véronique de Chauffroy, qui est directrice générale du groupe URD, Recherche, Réhabilitation, Réhabilitation et Développement. Elle y dirige le groupe de recherche, d'évaluation et de formation, donc qui est composé d'une dizaine de chercheurs et par ailleurs qui est en lien avec un large réseau d'experts extérieurs. Véronique travaille depuis 25 ans dans le secteur de l'humanitaire. Elle a notamment contribué à l'élaboration de la norme fondamentale humanitaire de qualité de redevabilité, Core Humanitarian Standard. Et ses réflexions récentes et ses projets récents portent sur les questions de décolonialité de l'aide internationale, sur les questions de localisation de cette aide, et notamment sur les questions d'entraide et de solidarité en situation de crise. Elle co-dirige notamment des projets de recherche, et je voudrais bien mentionner un, et je pense qu'on va en reparler, qui est le projet Entraide, qu'elle mène depuis 2024. À ma gauche, il se trouve aussi Mathieu Cortel. Mathieu est philosophe et historien des sciences. Il travaille avec le Crisis Lab de Sciences Po et l'Institut Imagine. Il est rattaché aussi au Massachusetts Institute for Technology, le MIT. Et il était fellow à l'université de Harvard dans le département d'histoire des sciences. Mathieu travaille sur les questions d'anticipation, sur les probabilités statistiques, sur les modélisations dans le cas d'épidémies, mais aussi dans le cas de l'anticipation de la gestion de crise. Et à ma droite, il y a Olivier Boraz, qui est sociologue et directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique. Il est rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, dont il était pendant de nombreuses années directeur. Olivier travaille aussi depuis plusieurs décennies sur les questions de politique de risque et de crise, et notamment ses travaux portent sur la question comment les outils qui sont liés au risque et aux crises, comment ils étaient introduits, comment ils ont utilisé et comment ils ont notamment utilisé comme modalité de régulation, de priorisation et de hiérarchisation. Olivier a créé une structure à Sciences Po que je voulais bien mentionner, qui s'appelle le Crisis Lab, qui est un espace de recherche, de formation et d'expérimentation sur les questions de gestion de crise et qui travaille justement étroitement avec la chaire géopolitique du risque, qui est partenaire de cette structure. Bon, on va se lancer direct parce qu'un certain nombre d'enjeux ont déjà été posés par la table antérieure et par l'introduction, qui est un peu l'idée centrale qu'on est dans une situation où, justement, le rapport au risque, ça a été dit beaucoup de fois, c'est normalisé, c'est routinisé, et on peut en ajouter aussi la crise. La crise est devenue donc quelque chose qui n'est pas seulement une référence extraordinaire, mais quelque chose qui nous accompagne maintenant quotidiennement, et donc se pose toute une série de questions sur la possibilité de gouvernabilité de ce type de phénomène qui est référencé comme crise. Et donc, en premier tour de table, peut-être sur cette question plutôt générale et transversale, peut-on gouverner les crises? Devrait-on gouverner les crises? Et comment peut-on le faire? Commençons peut-être à ma droite avec Olivier et après un tour vers la gauche. Merci Yann, merci à Yann et à Peter pour leur invitation à cette journée. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, la question les questions qui m'intéressent, risque et crise, sont deux manières, parmi d'autres, de gérer l'action de l'incertitude. Donc, soit, effectivement, on transforme l'incertitude en risque, et de ta manière à le rendre gouvernable, soit, et c'est un mouvement plus récent qu'on observe, on adopte des modalités de gestion de crise qui vont être une manière, parmi d'autres, de répondre à l'incertitude. Alors, ce qui m'intéresse, effectivement, ce qui m'a intéressé, sur les risques, il y a eu beaucoup de travaux bien avant moi, notamment François Eval, qui a déjà été mentionné, qui ont bien introduit et décrit l'histoire du risque comme technologie du gouvernement. Je me suis intéressé vraiment récemment à la question de la crise. Donc, à quel moment la gestion de crise devient une technologie du gouvernement aussi, à quel moment la crise fait partie du répertoire d'action de l'État, du langage de l'État, en France comme dans d'autres pays.
Et ce qu'on a observé avec un certain nombre de collègues, c'est que finalement, cette notion de crise, l'intérêt pour la crise et l'idée que la crise doit être quelque chose que l'on peut gouverner, voire la prétention même de gouverner les crises, finalement, un phénomène assez récent, puisqu'on peut le dater, en gros, grosso modo, du début des années 2000, avec un certain nombre d'événements majeurs qui vont frapper les esprits et qui vont montrer un peu les limites des analyses de risque dans leur capacité d'anticiper, de prévenir et de réduire des événements, des phénomènes majeurs, et au contraire la survenue de catastrophes naturelles, terroristes ou industriels, qui vont montrer les limites de l'analyse du risque et qui vont appeler d'autres manières de répondre à ces événements par la gestion de crise, donc par l'idée de se préparer à la survenue de n'importe quoi, finalement, de n'importe quel phénomène qui va déstabiliser notre existence, qui va mettre à l'épreuve les capacités d'une organisation, d'un système politique, d'une société, de réagir et de répondre. Alors, ce qui est intéressant dans ce moment, quand on regarde bien un petit peu ce moment où le mot même de crise émerge et repris dans des lois, des circulaires, commence effectivement à donner lieu à des plans, des départements, des services, donc entre, je dirais, déjà dans l'État, mais aussi en parallèle, on pourrait observer le même phénomène dans le secteur privé. C'est intéressant de voir que ce n'est pas un moment qui est anodin, c'est finalement un moment aussi qui correspond à une transformation assez profonde de nos sociétés vers ce qu'on pourrait appeler une forme d'hyper-organisation, ou ce que des collègues, Henri Bergeron et Patrick Cassel, appellent une organocène. C'est-à-dire que finalement, une société qui est marquée par une profusion d'organisation, une profusion organisationnelle, et plus intéressant encore, la fin du modèle de la grande entreprise intégrée ou de la grande administration intégrée au profit de petites structures censées être plus agiles, souples, réactives, transparentes, etc., et qui, en se multipliant, vont créer des problèmes de coordination qui vont être résolus par la création d'autres organisations. Et donc, on a un phénomène de cercle vicieux incessant dans lequel on est encore aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'émergence de la notion de crise, l'émergence de la crise comme phénomène politique, et puis l'émergence de la gestion de crise, est concomitante avec cette hyper-organisation et avec tous les problèmes qu'elle induit en termes de coordination entre ces organisations, en termes de partage d'informations. Et donc, en tant que sociologue, notamment des organisations, ce qui m'intéresse précisément, c'est de voir que l'incertitude, elle va d'abord précisément s'inscrire dans cette multiplication d'organisations entre lesquelles il est de plus en plus difficile d'avoir une action collective, coordonnée, commune, de partager des informations. Et finalement, aujourd'hui, cette difficulté de coordination va donner lieu, dans beaucoup de cas, à une gestion de crise qui va venir finalement répondre aux difficultés que pose la coordination dans des moments particuliers d'urgence. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la gestion de crise devient une manière de plus en plus récurrente et on peut mesurer l'activation des cellules de crise, on peut mesurer la manière dont de plus en plus souvent on va activer des dispositifs de crise pour répondre à des situations qui sont perçues comme menaçantes pour des organisations. La crise, ce n'est pas l'événement lui-même, la crise, c'est la menace qu'il représente pour une organisation. Et de voir que cette menace, elle est d'abord liée à la difficulté pour ces organisations de partager des informations, d'arriver à avoir accès à des données, de comprendre ce qui se passe, de faire sens et de se coordonner. Et donc, plus on a de phénomènes perçus comme menaçants, plus on va avoir, je dirais, de façon récurrente, l'activation des cellules de crise. Et plus on va finalement avoir ce réflexe d'activer la cellule de crise, les dispositifs de crise, la gestion de crise comme manière de répondre à cette incertitude structurelle. Il peut y avoir un événement déclencheur, un attentat terroriste, un accident industriel, une pandémie, une inondation. Il peut y avoir un signal. Un signal faible, quelque chose qui laisse entendre qu'il va se passer quelque chose de bientôt, quelque chose de dangereux. Il peut aussi y avoir uniquement une potentialité. On l'a vu avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui ont été gérés par de très nombreuses organisations comme une crise. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'événement particulièrement menaçant, il y avait la potentialité d'une crise qui, à partir de là, a encouragé de nombreuses organisations à se mettre en crise, à gérer cette situation comme une crise. Et donc, la crise est donc à la fois un symptôme d'une société hyper organisée, donc elle est intimement liée à cette hyper-organisation. Elle est en train aussi, ce sera ma petite conclusion pour l'instant, en train de devenir aussi une modalité de régulation de cette hyper-organisation. C'est-à-dire que plus effectivement on a d'organisations, plus elles doivent se coordonner, plus ça devient difficile. Évidemment, plus la gestion de crise devient une manière d'essayer de réguler cette complexité, sans même, comme je venais de dire avec les Jeux Olympiques, sans même qu'il y ait forcément d'événements déclencheurs ou d'éléments qui suscitent ou qui justifient le fait d'activer un dispositif de crise. C'est devenu dans beaucoup d'organisations aujourd'hui une manière de gérer des situations complexes par justement la capacité à se soustraire à des règles existantes, à des dispositifs, à des procédures, et de retrouver des marges de liberté et de manœuvre, et d'être en mesure de trouver des solutions plus rapidement, là où, en temps normal, il faudrait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts pour arriver au même résultat. Donc finalement, c'est à la fois un symptôme et en même temps une modalité de régulation d'une société hyper organisée. Merci Olivier. Donc le risque, la crise, comme forme de régulation de l'incertitude et de ses effets en même temps,
De ton point de vue, Mathieu, en tant que historien des sciences et philosophe qui a travaillé justement sur les modélisations du risque, d'une part, d'autre part, sur l'anticipation de situations de crise. De ce point de vue, comment toi tu juges l'impact sur la gouvernabilité de ces phénomènes-là? Est-ce que tu peux faire un petit tour, panorama sur ces questions? Effectivement, alors je pense qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance. Alors on peut revenir après sur le terme, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attente de l'inattendu et des certitudes sur incertitudes qu'il faut déconstruire. Et ça, c'est un vrai problème. Par exemple, un fondement paradoxal qu'on retrouve dans la gestion des crises quand on fait une fausse analogie avec le risque. C'est-à-dire qu'en fait, on va croire qu'en circonscrivant la somme totale de tous les risques, on aura résolu une crise. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme le paradoxe de Sorel, vous savez, le paradoxe du tas. C'est pas avec n plus 1 que vous rentrez dans une crise et vous sortez pas avec une crise avec n moins 1 risque. Vous n'avez jamais, en fin de compte, le chiffre exact, justement, du moment où il y a tant de risques, vous rentrez dans une crise, et à tant de risques, vous partez d'une crise. Et en fait, ça dépasse, cette définition purement quantitative, et on doit considérer, justement, la dimension organisationnelle quand la crise perturbe les organisations, change les routines, etc., et vient perturber de l'intérieur, en fin de compte, les fonctionnements. Ça, on se retrouve parfaitement là-dessus. Le fait est qu'on a aujourd'hui, je crois, à déconstruire quelque chose de fondamental qui tient lieu de la modélisation, mais qui retrouve en fait ce qu'on racontait sur l'IA et ce qu'on voit, en fin de compte, dans la quantification d'à peu près tout ce qui se capte et tout ce qui se modélise aujourd'hui, c'est qu'il y a une erreur fondamentale, c'est qu'on croit que parce qu'on va tout quantifier, on va pouvoir tout comprendre. Si vous avez fait un peu de philosophie des mathématiques, vous savez que vous pouvez tout quantifier. Vous pouvez mettre une valeur quantitative sur à peu près tout ce qui existe sur Terre. Ce n'est pas pour autant que vous pourrez tout calculer. Il y a des espaces d'indémontrables, il y a de l'incalculable. Et en fin de compte, la crise, ça suppose une part d'incalculable, une part d'indémontrable. C'est des choses qui vont échapper, et c'est comment, en fin de compte, on va réussir à manœuvrer, si on prend le terme gouverner, en fait, du grec kubernetes, c'est le gouvernail, justement, comment on arrive à, je dirais, naviguer entre, d'un côté, des informations, mais aussi des incertitudes. En sachant une chose qui est importante, qui me semble fondamentale, parce qu'on est dans cette perspective d'un développement technologique où, en captant l'ensemble de toutes les données possibles et inimaginables, en ayant une modélisation de plus en plus étendue sur à peu près tous les dynamiques, les flux, etc., on arriverait justement à en finir avec le hasard. Il faut savoir une chose aussi fondamentale qui est exprimé depuis d'ailleurs les théories cybernétiques et les théories de l'information, c'est que même si vous avez un système qui produit de l'information, il génère lui-même de l'entropie. Ça, on le sait depuis Maxwell. Donc en fait, si vous avez un système qui va, en fin de compte, produire un nombre d'informations de plus en plus étendu, il ouvre aussi un espace d'entropie, d'incertitude, de chaos. Et en fait, la crise aujourd'hui, elle est doublement complexe parce qu'on a, d'une part, à déconstruire cette idéologie qui, quand même, au niveau du gouvernement, est assez prégnante. C'est quand même qu'on va optimiser au maximum la gestion par la circonscription la plus étendue possible des risques, par la modélisation, avec des espaces d'aveuglement sur l'entropie qu'on génère, avec des zones d'incertitude qu'on ne questionne pas forcément. Et là où la complexité de la gouvernance par rapport à ça rentre en jeu, c'est justement de sortir, je dirais, de ce modèle, en fin de compte, qui, à mon sens, est réductionniste et aussi, d'une certaine manière, un peu scientiste ou fait du moins la part belle à la modélisation, alors que la modélisation elle-même est une construction en devenir, un processus qui par erreurs successives, arrive à quelque chose de plus en plus précis sur le phénomène qu'on tend à décrire. Je pense notamment à la période Covid-19, où vous aviez eu justement des modèles épidémiologiques qui étaient partis sur des hypothèses fallacieuses et qui se sont progressivement améliorés, bien sûr, affinés en fonction des données, mais néanmoins avec justement une sorte de narratif qui a, je dirais, d'une part au niveau du gouvernement et d'autre part au niveau de la population, circonscrit une sorte de représentation presque idéale de ce qui se passait, du phénomène, avec cette vague, cette image générée justement par la modélisation, par les modèles SIR, la vague, ce qu'on essaye justement d'aplatir, et avec justement une construction sur des critères qui ont été définis par les modélisateurs, comme la non-saturation des services de soins intensifs, critères qui auraient pu être questionnés autrement qu'à partir du modèle.
ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des alignements aussi au niveau organisationnel qui se font par rapport à ça, qui dépassent en fin de compte la modélisation, mais qui utilisent aussi la modélisation à des fins autres, qui sont des fins politiques, à des fins aussi de corporation, à des fins de fonctionnement aussi. Je veux dire, les hospitaliers étaient tout à fait alignés avec cette représentation-là. Et donc, en fait, voilà, on a une complexité à gérer dans la gouvernance des crises. C'est justement, d'une part, d'accepter qu'on n'en finit jamais avec le hasard, que d'une certaine manière, même si on tend à le dompter, il y a toujours une production d'incertitude par nous-mêmes, on génère nous-mêmes de l'entropie, et en fin de compte, il y a la gouvernance, je dirais, à ouvrir d'une certaine manière ses perspectives en considérant justement comment on navigue en acceptant ce hasard, cette entropie, donc en distinguant ce que moi, à partir d'une perspective plutôt modale, le nécessaire et le possible. Merci Mathieu. Justement, ça nous permet de rebondir avec la perspective de Véronique, qui spontanément, je me dirais, est peut-être un peu différente parce que l'humanitaire, classiquement, était plutôt imaginé comme un terrain d'entropie, de désordre, où justement l'appréciation individuelle de la situation, l'expérience, vaut beaucoup plus que la modélisation. Bien sûr, nous savons que le secteur humanitaire était soumis à tout un tas de tournants technologiques et aujourd'hui est aussi ouvert à ce solutionnisme de la modélisation du risque. Mais de ton point de vue, comment est géré l'inattendu dans le secteur humanitaire comme secteur de crise et comment peut-on, devrait-on naviguer ce secteur, si je reprends ton terme? Oui, merci beaucoup Yann. Et effectivement, j'avais besoin de repréciser que mon point de vue, il est ancré dans un secteur et dans un secteur professionnel qui est le secteur de l'humanitaire, de la gestion des crises à l'international, ou en tout cas d'une partie de ses conséquences humaines. Et d'une tentative de gestion, on est bien d'accord. Et du coup, pour redémarrer, j'essayais de m'approprier les termes de cette table ronde sous ce prisme particulier et déjà repositionner, en tout cas par exemple dans toute l'approche de réduction des risques de catastrophe, la notion de crise, elle est liée effectivement à un aléa, mais à des vulnérabilités et des capacités. Et ça déjà, effectivement, on a souvent tendance à oublier cette caractéristique des capacités de réponse existantes, endogènes. On focalise très souvent dans notre secteur sur les vulnérabilités et sur l'aléa. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et d'important à garder en tête, parce qu'effectivement, une crise, souvent, on la conçoit comme quelque chose, une interruption dans une certaine normalité, mais quelque chose de relativement court. En fait, toute l'expérience du secteur humanitaire démontre le contraire. C'est-à-dire qu'on s'installe dans le temps et donc tout ça est dynamique. Ces capacités, ces vulnérabilités, elles sont dynamiques. Et elles se construisent, elles se défont, elles se transforment. Et la question de l'inattendu, du coup, je me posais la question dans cette compréhension-là des crises et avec ce prisme particulier de l'aide humanitaire. Donc oui, en fait, ce sont des caractéristiques. L'inattendu, c'est une des caractéristiques où c'est des événements qui interviennent quand le système est déstabilisé. Si on reprend cette définition-là de la crise, c'est que le système n'a plus les capacités de réponse et qu'il y a une telle désorganisation qu'il y a du coup besoin d'intervention extérieure, etc. Et l'inattendu là-dedans... c'était une question intéressante à se poser et effectivement de faire la distinction de ces événements, ces bifurcations, ces dynamiques qui échappent au cadre de prévision comme un élément constitutif de la crise qui peut soit aggraver du coup la déstabilisation d'un système ou peut-être aussi parfois ouvrir des pistes d'amélioration. Donc il ne faut pas les voir forcément comme quelque chose de négatif. Je cherchais à trouver des exemples. Et là, dernièrement, je me dis, sur la dernière décennie, par exemple, ce qui a été qualifié de la crise des migrations en Europe, hein, mais qui était surtout une crise de l'accueil et des politiques migratoires, et qui correspondait quand même à une augmentation du nombre de chercheurs, enfin de personnes qui cherchaient l'asile. En fait, il y a eu une photo d'un enfant mort sur une plage en 2015 qui là a déclenché quelque chose. Alors,
quelque chose de l'ordre justement d'une mobilisation, d'une prise de conscience, et qui a transformé ce qui était peut-être vu comme quelque chose à bas bruit, comme quelque chose qui est devenu sur le devant de la scène, et qui a mobilisé aussi des tas de ressources qui encore aujourd'hui existent dans la mobilisation pour l'accueil des réfugiés. Donc en fait, on entre dans une crise, mais on rencontre de l'inattendu en agissant. Et du coup, effectivement, pour les acteurs humanitaires, pour répondre à ta question, je pense que c'est une caractéristique, enfin c'est un critère d'efficacité. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, effectivement, de s'adapter dans la complexité et avec l'inattendu, l'inconfort que ça peut générer dans une situation de crise, bon, on est inefficace. Peut-être juste pour rajouter un élément, les crises contemporaines quand même, aujourd'hui, d'un point de vue du secteur de l'aide, ça commence à nous échapper. En fait, les crises, donc catastrophes naturelles, les crises politiques qui dégénèrent en conflit, on est vraiment dans un moment de bascule avec une amplification due aux effets du changement climatique, avec des catastrophes qu'autrefois on voyait dans certaines zones dites fragiles, vulnérables, mais qu'aujourd'hui on voit s'étendre dans des pays qui se pensaient à l'abri, les méga-feux en Australie, aux États-Unis. Donc on est quand même dans une configuration particulière aujourd'hui des crises avec, mais là je laisserai d'autres prendre la parole sur ce que les signes noirs, ce que autrefois on pensait très improbable et très grave, en fait aujourd'hui fait partie du décor du quotidien pour ceux qui travaillent sur les crises au niveau international. Donc se préparer plus à cette imprévisibilité, je pense que ça devient encore plus nécessaire. Et comment, alors pour répondre à la question de départ, comment cet inattendu peut-il être gouverné ? En fait, ça a déjà été dit, hein, Olivier l'a dit, peut-être que... en fait, c'est juste accepter que le futur est imprévisible, et à partir de ce moment-là, en fait, changer les modalités d'action et d'anticipation et de prévision. Du coup, nous, ce qu'on met en œuvre dans le secteur, c'est des principes de gestion adaptative, d'agilité adaptée au secteur informatique, mais pour les organisations humanitaires, donc avec des boucles d'apprentissage qui sont très rapides. On teste, si on doit échouer, on échoue vite, on apprend très vite, et du coup, on réaménage. Et donc, c'est ça, donc nous, concrètement, au groupe URD, on essaye de faire des évaluations en temps réel. C'est-à-dire que c'est dans les 3, 4, 5 semaines après une catastrophe qu'il faut essayer d'être présent pour, dès le début, pouvoir injecter les leçons apprises d'autres contextes, parce que c'est à ce moment-là que se prennent des décisions qui mettront longtemps à se mettre en œuvre, mais encore plus longtemps à être transformées. Donc être très présent très très tôt, par exemple, c'est très important. On a développé une autre modalité d'action, c'est les évaluations itératives avec mini-séminaires. Alors c'est un peu long, EIMS dans notre jargon. Et ça, pour le coup, retourner régulièrement dans un contexte avec multi-acteurs pour prendre une photographie de là où on en est, et mini-séminaire, ne pas faire des recommandations de retour dans son bureau, mais co-construire des recommandations avec les acteurs en présence, en partageant les résultats, pour que dès le T0, T1, en fait, il y ait déjà des inflexions qui soient mises en œuvre. Donc voilà, c'est des types d'actions qui peuvent aider, alors non pas à gouverner la crise, je pense qu'il n'y a pas cette prétention, mais à naviguer. Je suis plutôt d'accord avec ce concept-là. Je m'arrêterai là pour l'instant. Merci Véronique. Ça permet de rebondir tout de suite sur justement ce double caractère que tu as mentionné, une acceptabilité de l'incertitude irréductible d'une part, qui parle beaucoup à ce que tu as présenté Mathieu, et en même temps un travail sur certains outils de navigation, pour rester dans l'image, qui permettent justement quand même d'anticiper. Donc ça pose la question de comment bien anticiper quelque chose qui finalement est irréductible. Est-ce que c'est donc l'adaptation en situation qui nous reste, ou quelles sont justement les potentialités de l'anticipation, qui est différente
Mathieu, je te laisse réagir à cela. Oui, alors c'est une belle question. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'overfitting statistique où, en fin de compte, on va avoir l'impression que justement on circonscrit tout et donc on est très préparé, etc. Et bah, généralement, quand on fait ça, ça foire. Donc la réalité, c'est voilà, comment on construit une adaptation avec de la flexibilité. Et ben, en réalité... ça demande de sortir aussi de toute une histoire qui quand même qui remonte en fait à la construction de nos organisations, etc. Qui, en fin de compte, si vous regardez bien, pour reprendre par exemple les textes de Ian Hacking, Taming of Chance, etc., où on voit que en fait depuis le XVIIIe siècle, la construction en fait de nos organisations, que ce soit l'hygiène publique, que ce soit les instituts statistiques, etc., en fin de compte, se sont construits sur l'idée que derrière le hasard, il y avait une nécessité. Bon, ça c'est la thèse de Hacking, il montre qu'à la fin, en réalité, du 19e siècle, on arrive à un moment où on se rend compte que non, le hasard est constitutif de notre réalité physique et biologique. Moment où justement cette idéologie, en gros, qui remonte à l'idée du démon de la place, vous faites la loi des grands nombres appliquée à tout et vous allez trouver ce qui va se passer demain. La réalité, c'est que voilà, ça crée de l'overfitting, c'est-à-dire en fait, on va créer des organisations avec des préparations qui sont extrêmement rigides et qui, justement, dans ces moments d'imprévisibilité face à des signaux noirs qu'on n'aura pas vu venir, etc., vont pas pouvoir du tout agir face à ce qui se passe. Donc être paralysé dans la crise. Et là, on est face à un gros problème organisationnel, sociétal, parce qu'au fond, l'histoire de nos organisations est quand même construite à partir de ça. Et donc il y a toute une culture, je dirais, de la gestion de crise à revoir, à repenser et à ouvrir justement sur des formes plus coopératives, plus adaptatives, sur d'autres modalités en fait de réflexion, d'autres manières de penser les crises. Et ça, je dirais que c'est un vaste programme avec justement des idées qui, à mon avis, sont émergentes et qui d'ailleurs doivent émerger de quelque chose comme une forme d'hétérogénèse, en acceptant qu'en fait, les acteurs des crises, bien évidemment, qui sont définis par des corporations, ont des cultures très fixistes avec tout un héritage, etc. Et qu'il est bon parfois de les mélanger, d'avoir en fin de compte un dialogue qui est ouvert avec d'autres acteurs, avec en fin de compte des multitudes, les singularités présentes dans les lieux. Je ne parle pas de mobilisation citoyenne parce que dans les crises, il n'y a pas que des citoyens. Il y a des gens qui sont là par hasard, en fait, mais qui vont rentrer dans le processus de crise et qui vont notamment être amenés à coopérer ou non, mais qui sont là. Et donc, en fait, c'est comment on crée ces processus collectifs, ces nouveaux modes, en fin de compte, de coopération, ces nouveaux agencements, en fait. Et là, je crois qu'il y a des pistes, d'ailleurs, sur lesquelles on réfléchit au Crisis Lab, sur, par exemple, des expérimentations génératives où on crée avec, justement, des acteurs très hétérogènes, on essaie de trouver des solutions innovantes. Mais pour, en fin de compte, générer ces solutions innovantes, il est bon de sortir justement des logiques statistiques probabilitaires. C'est pas pour autant qu'il faut mettre complètement de côté, je dirais, les modèles, etc. Mais il faut les prendre comme des outils sur lesquels on ne doit pas tout faire reposer. On doit les utiliser, bien sûr, on ne va pas s'empêcher d'utiliser en sismologie les modèles, etc. Évidemment que non. Néanmoins, derrière les méthodes d'anticipation collective, la génération d'idées innovantes, etc., pour s'adapter à des situations, ça demande de faire un pas de côté, de sortir en fin de compte de la pure interprétation probabilitaire et de passer à autre chose. Par exemple, nous, ce qu'on réfléchit, c'est avec ces expérimentations génératives, de mêler ça à une méthode que j'ai appelée méthode alpha et qui propose justement d'utiliser plutôt une logique modale, c'est-à-dire une distinction qui est faite par les acteurs entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire à préserver, avec des grilles organisationnelles pour voir est-ce qu'on peut le faire et des grilles sur les valeurs morales, éthiques, pour voir si ça fait du sens. Parce qu'en réalité, vous avez beau pouvoir avoir toute la structure de réponse au niveau de l'organisation bien armée, si ce que vous faites n'a aucun sens, si vous êtes en train de violenter des populations, si vous êtes en train, en fin de compte, d'aller à l'encontre d'une dynamique qui pourtant était de l'ordre de la coopération et créer quelque chose qui allait sans doute à l'amener à une résolution à plus long terme, au fond, vous allez tomber dans le problème d'Ovide, je vois le bien, j'y adhère, mais je fais le mal. Et ça, en fait, c'est souvent un problème récurrent, c'est qu'on a des visées qui sont construites historiquement, qui sont construites à partir de modèles, qui sont construites à partir de corporations, qui sont construites socialement, etc., de manière très utilitariste, et on fait le mal.
On se rend compte que derrière, on a fait plus de dégâts, on est parti au mauvais moment, je ne sais quoi, et en réalité, les effets créent une nouvelle crise derrière. Donc là, en fait, on a ce problème-là à résoudre. Et moi, je pense que cette solution-là ne passe que par en fait, un décloisonnement en fin de compte, des organisations, une ouverture à l'hétérogénèse en fin de compte, participative, avec de plus en plus de mobilisation auprès des différents acteurs qui ont vécu des crises et qui vivent des crises, et justement sortir des logiques peut-être trop rigides, probabilitaires, sans pour autant les mettre complètement de côté. Je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle la modélisation ou l'IA ou quoi que ce soit. Non, mais c'est des outils. On ne va pas tout faire reposer là-dessus. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Merci Mathieu. Donc une ouverture des outils pour moins de rigidité, plus de flexibilité ou adaptabilité, d'une part. D'autre part, peut-être une utilisation plus modeste des outils probabilistes qui connaissent bien et sont conscients de leurs limites. Et en même temps, tout cela pour se préparer à ces signes noirs, donc des événements rares, mais avec beaucoup d'impact. On a envie d'ajouter peut-être les rhinocéros gris, donc ceux qu'on sait qui vont venir, comme le changement climatique, classiquement, qui nous impactent beaucoup, mais qui posent aussi la question de la planification. Donc comment on se prépare avec des outils, effectivement, de gouvernement qui prennent en compte donc ces présupposés de flexibilité, d'adaptabilité. Peut-être d'abord une question sur le diagnostic actuel. La gestion de crise se propage comme modèle de régulation et elle a un peu cette prétention effectivement de capter de plus en plus finement le phénomène par des moyens de planification, notamment les plans d'urgence, etc. Et en même temps, tu as pointé vers le fait, Olivier, de cette densité organisationnelle qui introduit une complexité qui mettent des limites nettes par rapport à ces outils. Peut-être si tu peux un peu élaborer sur ces limites et après aussi, dans la même question, de quelle manière peut-on ouvrir ce processus et ces modalités de gestion. Donc, effectivement, il y a une forme de tension qui est assez paradoxale. C'est-à-dire que depuis 25 ans maintenant, donc, beaucoup d'organisations de tout type ont investi énormément dans la préparation et la gestion de crise, donc dans la planification, dans des dispositifs d'alerte, dans des exercices de crise, dans des départements dédiés. Voilà. Donc il y a un effort incessant, permanent, constant pour essayer d'encadrer la gestion de crise et de la rendre la plus prévisible possible, sous prétexte aussi de faciliter le travail du décideur. Donc il y a un travail d'encadrement permanent. Et puis, ce qu'on observe lorsque des crises majeures surviennent, c'est justement ce décalage complet, ce détachement. Le décideur, le premier geste qu'il va faire, ça va être de se détacher de cette préparation pour se redonner des marges de liberté, pour retrouver cette forme d'incertitude et pour pouvoir effectivement exercer un jugement et pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est vrai que le Covid a été, de ce point de vue-là, je dirais, un phénomène assez remarquable, et pas uniquement en France, où tous ces pays qui avaient investi depuis très longtemps dans la préparation à la gestion d'une crise, à travers des planifications et des exercices et des départements dédiés, des agences, des modèles, enfin, il y a tout un outillage très sophistiqué. Et pourtant, ce qui domine dans beaucoup de pays au début 2020, c'est un sentiment d'improvisation. Alors d'impréparation, mais en fait, c'est pas vraiment d'impréparation, mais d'improvisation. C'est-à-dire que très vite, les pouvoirs politiques, à quelques exceptions près dans le monde, vont se libérer de ces contraintes pour chercher à se redonner des marges de manœuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce processus-là ne va pas rester très longtemps tel quel. Très vite, on observe que dans les administrations, dans les bureaucraties, et je n'emploie pas le terme bureaucratie au sens péjoratif du terme, au sens de grandes organisations, on observe tout un effort pour essayer de rattraper finalement cette fuite en avant du décideur, et donc d'essayer, et ça on en a discuté l'autre jour, donc là je me permets de citer les travaux de Yann, la réflexion de Yann, il y a un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire qu'effectivement les organisations vont essayer de rattraper le décideur, en disant attendez, on va essayer de mettre en place des nouvelles règles, de nouveaux dispositifs. On va mettre en place un état d'exception qui va permettre effectivement de produire un droit d'exception qui fait que voilà, on ne va pas être dans le n'importe quoi, on ne va pas être dans l'état d'urgence qui autorise à faire absolument tout. On va être au contraire dans quelque chose qui va être à nouveau normé, cadré. Et donc, alors, Covid est passionnant parce que Covid, ça dure 2 ans et demi, donc on observe déjà cette sorte de phénomène de course-poursuite entre un décideur qui cherche à se libérer des contraintes et puis l'administration et des différentes institutions qui vont essayer de le rattraper en disant attendez, voilà, on a des modèles pour vous qui vont vous aider, on va les affiner, ils fonctionnent mieux maintenant, donc ils se trompent moins, puis on a des lois aussi, puis on a des règlements, et puis on a de nouveaux dispositifs. Et donc voilà, et en fait, cette tension, elle est fondamentalement, je dirais, insoluble. C'est-à-dire que à partir du moment, effectivement, voilà, enfin, donc il y a une forte, et on continue, effectivement, on va avoir ce forte volonté d'équiper la décision de crise, d'équiper la gestion de crise,
par tout un ensemble de dispositifs très sophistiqués. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est devenu, je dirais, c'est amplifié encore plus. Il y a des promesses technologiques invraisemblables avec l'IA qui va permettre effectivement d'arriver à une gestion de crise quasi parfaite. C'est-à-dire qu'on aura toutes les informations, on aura tous les scénarios, il n'y aura plus qu'à appuyer sur un bouton. J'exagère, mais à peine. Et en fait, c'est méconnaître effectivement que ce qui fait la crise, c'est justement cette capacité d'un décideur, qu'il soit public, privé, peu importe son statut, justement à se redonner une marge de manœuvre, à retrouver des marges de liberté pour ne pas se voir imposer une décision par un modèle ou par une administration ou par un plan, mais au contraire avoir le sentiment effectivement de prendre de la distance, de redonner du sens. Et c'est ce que dit Mathieu. Voilà, la gestion de crise, c'est ce moment où on est face à un phénomène qui ne fait pas sens, et qui est incompréhensible, qui est inattendu. On se dit qu'est-ce qui se passe ? Et ce ne sont pas les plans, les modèles, les dispositifs existants qui vont donner du sens. Non, ce sont les décideurs et les gens qui l'entourent, les experts qui l'entourent, enfin, tout ce groupe de personnes qui vont redonner du sens à l'événement et à partir de là, commencer à définir des décisions. Mais ça, c'est effectivement cette marge de liberté-là, d'une certaine manière, elle est insupportable pour beaucoup d'organisations parce qu'elle laisse libre cours à ce qui peut être perçu comme de l'arbitraire, comme quelque chose qui est incontrôlable, qui pourrait éventuellement dériver vers des pratiques autoritaire, dangereuse. Donc il y a cette volonté toujours de rattraper. Et donc du coup, toute la question, effectivement, et c'est ce que Mathieu l'a cité, tout le travail qu'on essaie de faire, c'est justement de trouver des formats expérimentaux où on va essayer de travailler justement cette alchimie ou cette hybridation, je dirais, entre des outils existants, mais qui ne sont que des outils, mais qui sont comme là pour aider le décideur, et d'autres modalités effectivement plus ouvertes, plus collaboratives, qui vont permettre effectivement de décideur, tout en continuant à exercer son rôle, de faire sens avec plus d'éléments et plus de capacité à poser les bonnes questions et à interroger, je dirais, le phénomène, et puis à se remettre en cause. Donc à avoir aussi des phénomènes récurrents de doute. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je suis bien est-ce que je suis pas en train de commettre des erreurs ? Donc de revoir régulièrement les choix qui sont faits. Et ça, donc on essaie effectivement de l'expérimenter. C'est pas facile, mais je pense que c'est pour nous beaucoup plus intéressant que simplement le développement de nouveaux exercices de crise ou de nouveaux plans qui seraient plus complets que les précédents, mais qui en fait ne font que recréer les conditions du moment où le décideur va vous chercher absolument à se libérer. Donc c'est Kennedy en 62, quand il crée l'Excom, c'est Macron quand il crée le Conseil scientifique en 2020. C'est un phénomène récurrent, c'est un réflexe récurrent. Parce qu'il a besoin, et c'est normal, de ne pas se voir imposer une décision par des institutions, des modèles, des plans qu'il ne maîtrise pas forcément en plus, mais où il a besoin de donner du sens. Et c'est ce qu'on attend finalement d'un décideur aussi, c'est que moi je suis la capacité à donner du sens et à le partager. Ça c'est plus compliqué, on pourrait y revenir après. Ça, en revanche, partager le sens qu'il donne et justifier ses décisions, ça c'est plus compliqué. Ça c'est une autre dimension. Merci, parfait, parce que ça me permet de faire un pont vers un autre sujet. C'est donc la question de la gestion de crise comme un espace d'expérimentation, d'ouverture et de la marge de manœuvre, ou de la dialectique plutôt entre la marge de manœuvre d'un décideur qui est rattrapée par des bureaucraties et vice-versa. Et il y a autre type de décideurs dans un sens large qui justement souvent coexistent, interagissent, ou dont des processus d'ouverture et d'expérimentation sont intégrés, qui sont donc les populations en cas de crise, comme on les appelle, le démos, disons, pour ouvrir la question démocratique. Et donc ça pose la question d'autres formes de gestion qui souvent impactent fortement les plans, l'improvisation, l'adaptabilité, parce qu'on prend des décisions à un autre niveau, qui sont de façon agrégée, pèsent sur la gestion de crise. Donc vous avez travaillé dans le groupe URD, et toi personnellement, sur la question d'entraide et des solidarités en cas de catastrophe et de crise. Comment ça se présente pour toi ? Est-ce que je vais directement là-dessus ou est-ce que je peux compléter la question précédente En fait, dans le secteur, il y a eu deux grands efforts de préparation, d'organisation du secteur de l'aide internationale. Est-ce que c'est une entité ? Est-ce que ça existe vraiment ? Mais il y a eu la standardisation de la réponse avec des efforts autour de normes pour qu'on puisse avoir un peu de prédictabilité sur c'est quoi une réponse humanitaire face à un cyclone ou à une crise. Est-ce que les besoins humanitaires individuels peuvent être un peu normalisés, universalisés pour qu'on ait un peu de prédictibilité
prédictabilité. Donc ça a été un des gros efforts sur lequel le groupe URD a contribué de façon critique. Et puis un autre gros effort, ça a été tout le système de coordination autour des Nations Unies, et après avec toute la galaxie des acteurs, tout le système des clusters, la coordination par cluster. Ces deux grands axes d'amélioration qui ont vraiment été très structurants sur les dernières décennies, aujourd'hui sont quand même remis en question, je dirais globalement, pour différentes raisons, mais en partie, en tout cas pour ce qui concerne la standardisation, c'est parce que les réalités sont à chaque fois tellement contextuelles, complexes, volatiles, qu'on s'est rendu compte que non, en fait, des besoins humanitaires en hiver en Ukraine nécessitent toute une autre forme de pensée que des besoins humanitaires au Soudan aujourd'hui. Bien évidemment qu'un être humain a besoin de manger, de boire, d'être abrité, etc. Mais les contextes sont tellement différents. Les potentiels déjà en place sont tellement différents. Les vulnérabilités sont tellement différentes qu'en fait, la réponse, elle devra être à chaque fois spécifique. Donc cet effort de prédictabilité sur de la réponse, aujourd'hui, en fait, il est réorienté vers la contextualisation à chaque fois. Plutôt trouver les éléments de contexte qui vont indiquer les différences dans la réponse. Et les efforts autour de la réforme des clusters avec ce système de coordination hyper réfléchi, en fait, il est remis en question parce que ça a amené des réponses en silo avec les spécialistes de l'eau qui se réunissent pour traiter des questions d'eau, les spécialistes de l'abri, les questions psychosociales, etc. Et avec une grande difficulté du coup d'embrasser les différentes dimensions, parce que la réponse à une crise, c'est toujours multidimensionnelle sur un territoire donné. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une remise en question de ces deux grands efforts. On ne met pas tout à la poubelle, mais c'est retravaillé, et notamment avec le besoin de contextualiser et d'ancrer sur un territoire avec la diversité des parties prenantes. Et du coup, ça, c'est un des points d'entrée, et j'ai bien aimé, Mathieu, déjà l'ouverture que tu faisais sur la coopération, sur des systèmes ouverts, parce que effectivement, les travaux sur lesquels on est en train d'avancer aujourd'hui, c'est tout ce qui est l'entraide spontanée en temps de crise. Donc tout ce qui n'est pas prévu, on revient à la question de l'inattendu, mais qui émerge, tout ce qui prend une place et qui est invisibilisé la plupart du temps. Et donc on a travaillé sur une série d'études de cas, pour ceux que ça intéresse, à la fois sur l'Ukraine, avec la mise en place des réseaux de volontaires qui ont, dans un premier temps, en fait, pris la place des acteurs humanitaires internationaux. Il y avait peu de place pour les acteurs humanitaires internationaux dans les tout premiers temps du conflit, tellement la puissance de la réaction de la société pour prendre en charge les besoins primaires des populations était massive. Je ne vais pas dérouler toutes les études de cas, mais en Australie, après les méga-feux, les méga inondations, il y a des communautés qui se sont retrouvées isolées pendant plusieurs jours ou semaines sans institutionnel pour venir aider, et qui aujourd'hui, maintenant, ont créé des Community Resilience Teams. Ils ont du matériel, des radios HF, parce qu'à chaque fois, il n'y a plus de téléphone. Donc, ils ont appris des crises, et petit à petit, à partir d'une mobilisation très spontanée, émergente, non organisée, il y a quelques années. Aujourd'hui, ils ont créé des structures pérennes. On a travaillé sur des études de cas en France, notamment sur le territoire hexagonal, mais aussi en Outre-mer et au Tchad. Donc à chaque fois, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand il y a justement une crise dans sa définition première, c'est-à-dire un système qui est tellement perturbé qu'il n'y a plus les capacités de réponse pour le garder à l'équilibre, en fait, ça crée un espèce de vide, d'appel d'air dans lequel les populations se mobilisent. Et ça, il y a des sociologues dans la pièce, vous le savez, c'est des décennies de travaux, des disaster studies qui l'ont documenté dans les Twin Towers, dans les différents attentats et autres, Katrina, etc. C'est systématiquement invisibilisé, systématiquement mis de côté. Et même quand il y a les intervenants qui, en général, arrivent dans un deuxième temps, parce que même des pompiers super organisés ou une ONG humanitaire super organisée, quand il y a une catastrophe qui touche un pays entier ou une région entière, il y a évidemment il
la grande majorité des espaces ne sont pas comblés dans les premières heures. Et c'est là que se passe la question de vie ou de mort, quoi. Donc cette mobilisation, elle est massive. Il y a une étude, alors j'ai pas en tête le chercheur, mais c'est une étude qui avait été coordonnée par des Japonais, une étude transversale sur plusieurs séismes, et selon les cas, c'était entre 50 et 90% des personnes qui ont été secourues l'ont été par leurs voisins ou le passant dans la rue. C'est 50 à 90%, donc c'est pas minime. Ça n'a aucune place dans les plans de gestion où c'est tellement, enfin, c'est même pour certains professionnels de la gestion des crises, c'est presque problématique parce qu'on ne sait pas le gérer. On ne sait pas quoi faire avec ça. Donc ça, c'est vraiment un champ, je pense, de travail émergent qui demande encore à comprendre justement ces blocages. Oui, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais la diaspora, par exemple, quand il y a des situations de crise, qui est-ce qui vraiment envoie de l'argent ? C'est la diaspora. Mais ça n'a aucune mesure avec toutes les aides, toute la somme de l'aide publique au développement de tous les pays donateurs. C'est beaucoup, beaucoup moins que ce que la diaspora envoie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est contracyclique, la diaspora. C'est-à-dire que quand c'est la crise, il y a plus d'argent. Quand justement ça désinvestit par ailleurs, la diaspora envoie plus, quoi. Et ça, pareil, on ne sait pas. C'est des milliers de petites gouttes partout qu'on ne sait pas capturer. Au mieux, on les comptabilise maintenant, la diaspora, mais même on ne le met pas dans le... Quand on fait toute l'aide pour tel ou tel pays en crise, la diaspora, en général, n'est pas comptabilisée. Du coup, voilà, cette capacité des institutions à reconnaître et à s'articuler avec ces phénomènes, c'est un vrai sujet. Parce que donc c'est invisibilisé et parfois même mis de côté et non reconnu, ce qui décourage. Donc là, il y a un vrai sujet qui est vrai pour des institutions professionnelles, mais qui est aussi vrai pour des organisations humanitaires qui se sont tellement spécialisées qu'aujourd'hui, elles ressembleraient plus à une organisation type pompier, sécurité civile, qu'une organisation grassroots organization. Hein, et du coup, je pense que ce biais cognitif et cette difficulté à s'articuler, elle vient avec la professionnalisation. Avec c'est terrible, hein, je vous laisserai répondre, mais tous ces efforts de structuration pour gérer de mieux en mieux la crise nous tendent, en tout cas sur les dernières décennies, à nous éloigner de la capacité sociétale de réponse aux crises, qui est pourtant, selon moi, ce qui va nous permettre de passer les tempêtes à venir, vraiment. J'ai beaucoup plus confiance dans la capacité sociétale à résister. Quand on voit l'Ukraine aujourd'hui et la mobilisation de tout un chacun, et pas que dans l'aide humanitaire, mais aussi pour faire des drones, innover, etc., c'est là qu'ils puisent leur capacité de résistance. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces phénomènes massifs, mais difficiles à gérer, dans les dispositifs qu'on réfléchit sans chercher à les enrégimenter, parce que dans ce cas-là, on le tue, en fait. C'est quelque chose qui est spontané, qui ne peut pas être coordonné, mis dans des cases. Donc, ça, c'est un challenge intellectuel que je propose à mes amis. Parfait, merci Véronique. Donc on a discuté sur l'ouverture en termes d'inclusion, participation, reconnaissance de l'entraide, l'ouverture en termes de modélisation, autre usage des outils d'anticipation et de préparation, et effectivement sur l'ouverture de la décision et la manière dans laquelle les contraintes sont rattrapées. Une ouverture ne manque encore, la salle. Donc qui a des questions pour le panel? Trop tentant, désolé. Donc il y a une question. Directement par là. Bonjour, merci pour la qualité de vos échanges, Wilfried Samut. Je suis praticien hospitalier et je suis spécialiste en médecine d'urgence et en médecine de catastrophe. Alors, je vais essayer de me raccrocher aux exemples que vous avez donnés. Est-ce que vous avez justement pas le sentiment que les outils qui ont été mis en place pour faciliter le travail du décideur dans la gestion de crise ne mettent pas finalement surtout en évidence l'incapacité de l'État au sens philosophique du terme, c'est-à-dire garant de la sécurité des individus normalement, à répondre à des situations qui demandent surtout des choix idéologiques
j'en veux pour preuve que ça contribue en fait en réalité à augmenter l'acceptabilité de l'inacceptable et supprimer le recours au bon sens. Je rebondis sur les deux exemples qui ont été donnés sur Madame qui a parlé de cette photo que tout le monde a à l'esprit de l'enfant sur la plage. Maintenant, il faut en fait des canaux entiers de migrants retournés pour émouvoir un peu les chaînes de rédaction. Et puis pour le Covid, l'exemple de la faillite de notre système au quotidien, qui a pourtant permis de mettre en place des cellules de crise et autres, on en arrive aujourd'hui à réunir une cellule de crise pour une épidémie de grippe à l'hôpital, avec un seuil d'acceptabilité on est passé de l'émotion au premier mort sur un brancard dans un service d'urgence. Maintenant, il en faut 3 ou 4 pour faire bouger un journaliste. Donc, est-ce que tout ça, en fait, est pas surtout une mauvaise réponse à l'absence de choix idéologique et politique qui met, en fait, tout le monde dans l'embarras? Olivier, est-ce que tu veux faire une réponse à cette question? Retrait d'État, reconfiguration de l'État et la responsabilité, le rôle, non? Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, le cas français est un peu particulier. Je dirais, c'est un peu un cas extrême dans la posture d'un État qui revendique de cette manière le monopole de la crise et qui revendique le monopole des décisions à prendre et des mesures à prendre pour gérer une crise. Et c'est vrai que quand on regarde effectivement, quand on regarde les plans, quand on regarde les dispositifs, on est frappé de voir à quel point à chaque fois, que ce soit un plan national ou un plan hors sec au niveau départemental, à quel point effectivement c'est une vision très centrée sur l'État et les moyens de l'État, dans laquelle puis finalement la société locale apparaît assez peu, elle apparaît aux marges, mais elle n'est pas au centre du dispositif. Donc il y a effectivement cette prétention, et ça c'est une prétention que je dis qui est assez récente, hein, c'est depuis les années 2000 que l'État non seulement prétend pouvoir gouverner une crise, mais en plus prétend avoir les moyens de gouverner une crise et d'avoir les outils nécessaires pour cela, et en même temps être régulièrement pris à défaut, puisque par définition, la crise déborde de partout. Sinon, ce ne serait pas une crise. Ce serait une urgence, un accident, un attentat. Voilà. À partir du moment où c'est une crise, c'est quelque chose qui va déborder et qui va nécessiter de trouver des ressources, des moyens ailleurs. Et les moyens d'État étant ce qu'ils sont, à savoir limités, et bien rapidement, on l'a vu durant Covid, on le voit régulièrement dans toutes les catastrophes, c'est l'intervention de différents groupes d'habitants, de structures de la société, d'associations, d'entreprises, enfin, tout un ensemble d'acteurs de la société qui vont très vite se mobiliser, qui vont très vite apporter des réponses. Mais, comme l'a dit Véronique, ces réponses, sont invisibilisées, donc elles sont assez importantes. Quand on regarde le récit du Covid, ça reste un récit qui centrait très largement sur les décisions prises par l'État pour confiner, déconfiner, reconfiner, déconfiner, couvre-feu, etc., vaccination. Mais finalement, tout ce qui s'est passé, je dirais, à bas bruit, au niveau des territoires, dans les villes, pour apporter de l'aide à des populations vulnérables, à des populations en difficulté, etc., a été passé très largement sous silence, alors que c'est ça qui finalement a quand même fait tenir, je rejoins à ce que disait Véronique, qui a fait tenir la société. L'État, évidemment, est une structure, est un pilier, mais il n'a pas lui-même. Donc, je dirais donc aujourd'hui, on est né en ce moment très particulier, et je pense que les choses bougent un tout petit peu. Bon, je suis un petit peu optimiste, mais bon, c'est une question d'âge peut-être, je sais pas. Mais où je me dis, on commence à voir effectivement des interrogations, on commence à voir effectivement des petites lignes qui bougent dans la manière dont les services de l'État, que ce soit au niveau central, au niveau territorial, se projette dans la crise et d'emblée, je dirais, commence à associer d'autres types d'acteurs, d'emblée se dire qu'ils vont devoir s'appuyer sur d'autres types de structures, de groupes, y compris des habitants. C'est en train de bouger. Alors c'est très lent et ça nécessitera effectivement du temps, parce que c'est une révolution aussi culturelle. Enfin, c'est une manière de... en représentant un préfet dans un département, incarne l'État, il incarne l'ordre public, il incarne l'intérêt général. Donc, de cette manière, il faudra du temps pour que les préfets acceptent l'idée de travailler avec d'autres acteurs sur un territoire et d'accepter de coopérer. Mais je dirais qu'on est en train de voir des prémices d'une évolution et nous, en tout cas, effectivement, on essaie de contribuer, Véronique aussi, parce que justement, on a des données. On n'est pas sur des discours idéologiques disant ce serait chouette d'associer les habitants. Non. Il y a 50 ans de recherche menée partout dans le monde qui apportent des données solides. Donc c'est pas anecdotique, c'est pas des données très solides qui montrent effectivement les capacités d'organisation, les capacités d'entraide, les capacités de forme de solidarité, qui mettent à mal tous les mythes entourant les crises, les populations qui paniquent, les populations qui pillent, les populations qui sont passives. Tout ça a été largement démonté. Donc on a des données maintenant. Et donc ces données, on est capable de les présenter et
l'enjeu est d'arriver à trouver les lieux, les arènes où on peut discuter avec des représentants de l'État, c'est donner, leur dire regardez, c'est pas juste, on ne sont pas les doux rêveurs. La science, les recherches, ces sujets nous apportent des données. Maintenant, la difficulté restera toujours celle d'un État qui a du mal à se remettre en question et qui a du mal aussi à tirer des leçons des crises. Et on l'a vu durant Covid, malheureusement, et on le voit sur d'autres crises. Il y a encore une vraie difficulté des services de l'État, au niveau central en particulier, à tirer toutes les leçons d'une crise et à être effectivement à apprendre et à revoir un peu ses approches, ses outils, ses méthodes. Donc il y a encore du travail à faire, voilà. Mais je dirais les phénomènes récents qu'on a rencontrés laissent à entrevoir des évolutions, des améliorations. Mais voilà, et après, c'est une approche très française. Quand on se compare à d'autres pays, dans les États de pays voisins n'ont pas la même prétention, le même positionnement que l'État français, qui lui quand même a une vision très, 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 très puissante, très monopoliste en termes de gestion de crise. Peut-être on prend une autre question de la salle. Monsieur là-bas, au fond. Merci beaucoup pour vos interventions. Grégoire Duguay, je travaille dans une société de conseil en gestion des risques et en gestion de crise. Je voudrais revenir sur un point qui a été que le décideur, par réflexe, veut garder une liberté d'action et s'éloigner en fait des standards, de la planification. Est-ce qu'on ne peut pas nuancer ça, notamment dans le privé, un domaine que je connais, en fonction de la personnalité du décideur? Parce qu'on va avoir certains décideurs qui vont se dire je stick by the book, je suis la procédure, parce que comme ça, si j'échoue, j'évite d'aller sur un procès de famille de victimes, etc. Et d'autres qui vont se dire, au contraire, je vais être poussé par m'écarter pour garder cette liberté et être poussé par un certain ego que si j'arrive à gérer la crise, on dira que c'est moi qui ai réussi à gérer la crise et non pas le système derrière. Est-ce qu'on ne peut pas nuancer ça en fonction de la personnalité du décideur ? Non, mais c'est une vraie question. C'est une bonne question. Là, on va bientôt déployer un programme de formation dans un grand groupe privé dont je tairai le nom auprès de leur équipe de gestion de crise dans le monde. Et c'est précisément cette double faculté-là qu'on va essayer de travailler avec eux. C'est-à-dire cette capacité à la fois à connaître les procédures et à avoir en tête tout ce que doit faire un bon gestionnaire de crise lorsqu'un événement survient, mais aussi cette capacité très vite à se rendre compte que finalement ces procédures ne vont pas suffire, qu'elles ne s'adaptent pas, qu'il y a d'autres phénomènes qui surviennent, de l'imprévu, et être capable de s'en soustraire. Parce que ce que retiendra, c'est ce qu'on a pu voir nous dans ce groupe, ce que retiendra le sommet, c'est la capacité effectivement de ces personnes à avoir bien géré la crise. Peu importe si elle a appliqué ou pas les procédures, si c'est bien qu'elle a appliqué les procédures, mais si elle a dû en sortir, ce qu'on va retenir, c'est sa capacité justement à avoir fait preuve d'improvisation, de créativité, de bricolage. Bon, c'est ça qui va être retenu. Si la personne est restée uniquement sur les procédures et n'a pas bougé, généralement, ça ne va pas permettre de sortir de la crise. Et donc, du coup, elle sera mal jugée. Donc c'est une question de personnalité, c'est surtout une question de formation, d'expérience, de comment elle s'entoure. Donc c'est une réflexion, c'est un sujet assez compliqué, mais vous avez raison. Il y a l'improvisation dans la crise, dans le privé comme dans le public aussi, nécessite souvent en fait de se soustraire à certaines règles. Dans le Covid, on a plein d'exemples d'actions qui ont été entreprises qui étaient, on va dire, aux limites de la légalité, pour rester poli. Et la question, c'est ensuite comment on en rend compte. Donc, si on ne fait pas de retour d'expérience, souvent, c'est parce qu'on n'a pas envie effectivement d'expliquer qu'on a fait des choses qui étaient en fait aux limites de la légalité, voire franchement illégales. Mais en même temps, c'était la seule manière de résoudre un problème. Donc, ouais, oui, ça dépend des personnalités, mais je dirais qu'il y a plus que ça. Ça dépend aussi de la manière dont l'entité elle-même va encourager ses cadres à être capables, à un moment venu, d'improviser, faire preuve de créativité dans une situation inédite. Cette question de décideur ou du privé, par ailleurs aussi, d'une certaine manière, touche notamment aussi l'humanitaire, où on avait un peu constaté avant le poids des contraintes et des standardisations, et quand même un autre. Comment de ton point de vue, Véronique, tu répondrais à la question ? En fait, je voulais prendre la parole, mais pour répondre en faisant un pas de côté à nouveau, en fait, ce qu'on voit aussi dans ces phénomènes d'entraide, donc pas un décideur qui a été clairement identifié, c'est qu'on voit émerger des leaders qui
mais eux-mêmes n'avaient aucune idée que peut-être un jour, eux allaient se mettre à organiser tout ce qui est les cantines scolaires de la zone. Et je me souviens de discussions avec quelqu'un qui était pas du tout cadre, qui avait un emploi, qui a pris les choses en main au moment de la tempête Alex et qui a organisé une cantine collective dans un centre d'accueil et qui s'est révélé à lui-même, en fait. Et inversement, sa responsable a été complètement tétanisée pendant quelques jours. Donc je trouve que c'était intéressant. Je voulais juste rajouter ça pour démontrer effectivement le côté aussi très humain et très individuel de la gestion de crise, comment on gère les émotions, comment on se révèle peut-être au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et ça, c'est, je pense, aussi des choses qui doivent, quand on réfléchit anticipation face aux crises, mettre ça en exercice, faire des jeux sans faire peur aux gens, mais pouvoir travailler ça aussi, pouvoir diffuser des histoires qui sont inspirantes, de gens qui se sont mobilisés et qui, pendant des mois, du coup, se sont dépassés, ont trouvé du sens, pour que, en fait, on apprenne aussi qu'on ait moins peur de notre propre capacité à affronter une crise et que c'est une autre façon d'anticiper, de préparer la crise, ça, en fait, aussi. Voilà. Ce côté humain est important. Merci beaucoup. Ah oui, pardon. Oh bah non, si je dois me taire, je me tais. Hein. Non, je suis très court. Non, mais je pense que c'est crucial le point mentionné sur la variation en fait de la décision, parce qu'en réalité, c'est aussi qu'est-ce qu'on va présenter à un décideur, et après évidemment, si je vous dis bon bah ces stratégies-là, on a 10% de chances qu'on fasse s'effondrer la société. Alors l'optimiste va dire bah, il y a 90% de chances que ça se passe bien, et l'autre va dire bah non, c'est trop risqué. Et ça va dépendre de la personnalité, donc des probabilités subjectives du décideur, et cette variation en fait on ne peut pas la mesurer, elle est complètement incertaine. Là on est d'accord. Le fait est que le problème, c'est qu'on va présenter en permanence des chiffres comme ça à des décideurs avec cet espace d'incertitude qui est laissé en fait à l'appréciation. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on donne à chaque fois à lire soi-disant des probabilités objectives qui effacent, et c'est ça que je disais, des espaces nécessaires à considérer, que la littérature, justement, les données sociologiques montrent. Et par exemple, tout simplement sur la considération qu'on a des populations. Aujourd'hui, au niveau des politiques publiques, on a une vision comportementaliste, cognitiviste, en fin de compte, des populations et des réactions des populations durant les crises. Donc on va dire, ah ça, ils vont paniquer, il va y avoir des émeutes, ils vont tout dévaliser, ils vont en fait faire le chaos. Alors qu'en fait, c'est eux qui paniquent. Donc en réalité, voilà, il y a des schémas de construction aussi qui viennent de ce qu'on leur donne à lire, et derrière, après, l'appréciation fait une variance qui est complètement incertaine. Mais ce que je veux dire par là, justement, et ça, je rejoins complètement cette idée d'ouverture, en fin de compte, à des échelles presque micropolitiques, de co-construction, justement sortir de ces cadres de réductionnisme de ce que c'est qu'une population, et là, justement, retrouver une construction en fin de compte qui prenne en compte que en fait les crises c'est pas un universalisme vide qui va agir, c'est en fin de compte une somme en fait de singularité qui dépasse la totalité, c'est-à-dire qu'en fait on sait jamais tout ce qui va se produire, etc. Mais c'est ça qu'il est important d'étudier dans le grain fin, c'est pas de se donner en disant voilà pour tout le monde c'est la même chose, d'ailleurs ce qu'on a un peu fait pendant le Covid. En faisant cela, on a discriminé, on a trié, on a eu des effets délétères et on a eu, en fin de compte, le retour de la réalité du social qui s'est manifesté. Et donc, en fait, voilà, je pense qu'il y a d'une part, bien sûr, la variance qu'on ne pourra jamais mesurer du décideur qui est optimiste ou pessimiste, mais ça, en fait, on s'en fout, on ne peut pas le faire autrement. Mais par contre, on peut voir ce qu'on leur donne à lire et ce qu'on leur donne à voir et à comprendre des crises. Et là, je crois qu'en fait, le modèle statistique, cognitiviste, etc., a construit une forme de réductionnisme sur les populations. Et on se rend compte, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est fin de règne ou est-ce que parce qu'il y a justement des problématiques qui émergent des crises qu'on a vécues et de l'accumulation de crises, mais en tout cas, il faut se réjouir du fait qu'on se rend compte qu'effectivement, on ne pourra pas répondre de manière avec un universalisme abstrait aux crises et qu'il va falloir rentrer justement dans le grain fin du social et co-construire justement une réponse adaptée et évolutive. Merci beaucoup de ces conclusions qui justement pointent vers l'enjeu démocratique. On a été donc touché à plusieurs reprises aussi dans les tables précédentes. Le temps presse, donc ça fait du mal à interrompre à ce stade-là, mais il faut laisser la place pour la troisième table ronde. Merci beaucoup aux participants.